Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Balafon Télévision. Au menu du grand plateau ce soir, route nationale, un entretien impossible. Le week-end du 26 au 28 juin 2026 a été éprouvant pour les voyageurs de la route nationale numéro 5. Plus de 14 heures de temps pour parcourir les 250 km reliant Douala à Bafoussam. Les voyageurs endurent au quotidien le même calvaire sur la route Ngaoundéré-Garoua, long de 278 km, et des exemples peuvent se multiplier. En cause, le mauvais état de la route. Il va sans dire que ce mauvais état des axes routiers nationaux constitue un véritable frein au développement économique. Ils ralentissent les échanges entre les 10 régions du pays et avec les États voisins. À cela s'ajoute la recrudescence des accidents de la circulation, souvent à l'origine de lourdes pertes matérielles et de drames humains. Malgré les efforts annoncés par le gouvernement, l'état de ces routes va de mal en pis, d'année en année. De quoi se demander quels sont ces problèmes des routes que l'État n'arrive pas à résoudre définitivement. Est-ce la rareté d'ingénieurs qualifiés, le manque des moyens ou simplement une question de gouvernance? Que faut-il faire pour garantir des routes durables et sécurisées? Autant de questions qui seront au cœur de notre échange avec notre invité, expert en génie civil, le docteur ingénieur Bruno Fomo. Mais avant cela, place au journal. Bonsoir à tous. Un an après les dénonciations de la CONAC, le pétrole lampant reste introuvable dans de nombreuses stations-service de Yaoundé. Pourtant, subventionné par l'État, le produit continue d'alimenter un marché parallèle où il est revendu jusqu'à 4 fois son prix officiel. Malgré les sanctions annoncées par les autorités, les consommateurs déplorent une spéculation qui ne faiblit pas. Le point avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungue. Depuis le mois de février dernier, le pétrole lampant se fait rare dans les stations-service de la capitale. Pourtant, dans plusieurs quartiers, le produit est disponible, mais à des prix pouvant atteindre 3 à 4 fois le tarif officiel. Le pétrole est revendu à 1000 francs. Or, le prix à la pompe, c'est 350 francs. Et ils revendent à 1000 francs. Ça, c'est pour ceux qui vendent au bas prix. Parce qu'il y a ceux qui vont même à 1500 francs le litre. Notre équipe a parcouru plusieurs stations de la ville de Yaoundé. Aucun responsable n'a accepté de s'exprimer devant notre caméra, hors micro. Certains reconnaissent toutefois des difficultés d'approvisionnement. Ils évoquent également des achats répétés, parfois des personnes interposées, destinées à alimenter un marché parallèle. Quand on se rapproche des marketeurs, ils nous disent que soit la pompe est gâtée, soit la SCDP n'a pas livré. Nous, par contre, on a essayé d'investiguer en se rapprochant des services de la SCDP qui disent qu'effectivement, ils livrent régulièrement le pétrole lampant à la pompe. Et bon, on a essayé aussi de se rapprocher du ministère des Commerces. Bon, ils ont un numéro vert là, 1502, je pense que c'est ça. Ils sont toujours absents, ils ne répondent jamais. Abonnés absents, c'est comme ça. Cette pratique avait pourtant déjà été dénoncée par la Commission nationale anticorruption en août 2025. Cette pratique, contraire à la réglementation en vigueur, est fortement préjudiciable aux populations. Près d'un an plus tard, malgré les mises en garde et les sanctions annoncées, la spéculation persiste. Pris en étau entre la pénurie dans les circuits officiels et les prix exorbitants pratiqués par les revendeurs, les consommateurs réclament un renforcement des contrôles sur toutes les chaînes de distribution afin que ce produit subventionné bénéficie effectivement aux ménages. Et 2 semaines après l'accident mortel qui a coûté la vie à 4 personnes à Bonabéry, la psychose reste vive chez les conducteurs de mototaxi du secteur cimetière Cotobasse. Le souvenir du camion ayant renversé sa charge, un conteneur, hante encore les esprits. Chaque passage de poids lourd ravive la crainte d'un nouveau drame. Plusieurs usagers évitent désormais cette portion de route
et réclament des mesures urgentes, réhabilitation de l'axe, meilleure régulation de la circulation et installation de ralentisseurs. Le reportage de Jessica Tenos Maché et Fon-René Marquez. More than 2 weeks after the deadly accident at Cimetière Kotobas, which claimed the lives of 4 people, road users, especially commercial bikers, are pleading with competent authorities to renovate the deteriorating section of the road. Il faut que le gouvernement voit ce qu'il doit faire pour l'endroit là. Il faut qu'on arrange ça comme on a arrangé au camp sapeur. Parce que si le chauffeur n'a pas l'expérience, s'il négocie très mal le virage, ça va tout tomber. The accident is still fresh in the minds of many who say they are scared as they drive. Quand déjà un camion approche de la foule, n'importe qui dit attention, c'est le conteneur. N'importe qui cherche sa route, hein? On ne peut plus attendre. On ne meurt pas 2 fois. Le passager, même c'est lui qui commence à te dire que pardon, encore le conteneur, donc on a peur. Bikers say they have stayed away from the area, though some headstrong vendors still loiter around. Mais les femmes qui vendent le maïs braisé avec le macabo sont aux alentours tout de suite même. Mais si les passagers sont là-bas, nous-mêmes les Benchinois, on ne peut pas. On se place ici. On appelle les passagers pas ici. While awaiting a solution, these road users are proposing a reduction in the size of roundabouts in Bonaberry and the installation of speed bumps that could help reduce accidents. Accusée de torture, la chefferie supérieure de Bafoussam fait l'objet d'une plainte déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance. Le plaignant, Mambou Ngompe Jean-Claude, prince de la chefferie, accuse Sa Majesté Nditak Ngompe et plusieurs notables de l'avoir fait arrêter, séquestrer puis passer à tabac. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre le prince présentant de nombreuses traces de violence. Il affirme avoir été torturé dans l'enceinte de la chefferie sur ordre du roi. Sollicité par notre rédaction, la chefferie supérieure indique ne pas avoir connaissance de cette affaire. L'enquête de Joël Ferdinand Ewanet et Franck Rota-Sonken. Bras immobilisés dans un plâtre, des marques visibles sur le corps. Mambou Ngompe Jean-Claude, prince de la chefferie supérieure Bafoussam, est formel. Il a été arrêté, séquestré, puis violemment passé à tabac dans l'enceinte de la chefferie. Des accusations qu'il porte contre Sa Majesté Nditak Ngompe Pelé et plusieurs notables. Subitement, j'entends seulement dire que, mais monsieur, qu'est-ce que vous venez faire jusqu'ici? J'ai dit que non, je suis le frère du chef, je suis venu vous voir. À peine que j'ai parlé, on me dit que, yeah, c'est lui. On dit que quoi? J'entends comment on dit que non, c'est lui qui amène le chef au tribunal. Hein? J'ai été donc supplié à peine que je soulève la main pour dire que yeah, frère, c'est encore comment. Là, t'es venu sur ma tête. Bam! Je vois directement comment le sang commence à jaillir. Je regarde, je dis que mais c'est quoi encore? Je vois l'autre qui ressort là-bas, en train de vouloir protéger ma tête. C'est là encore qui revient sur la main, j'entends seulement comment le fait. À l'origine de ce différend, un conflit familial autour de la gestion des biens royaux. Le plaignant explique s'être rendu à la chefferie pour solliciter un espace destiné à l'inhumation d'un des leurs. Il affirme avoir été interpellé par la garde rapprochée du chef supérieur qui lui reprocherait d'avoir engagé une procédure judiciaire contre le souverain. J'entends comment on me traîne plutôt dans la forêt là-bas. Et en me disant que vous amenez le chef au tribunal, pourquoi? Je leur ai dit que chef frère, vraiment, vous savez que nous sommes au tribunal, c'est par rapport à l'héritage de notre père que vous-même connaissez notre frère, il est resté dessus seul. Voilà maintenant mon petit qui est aussi son petit qui est mort. Je voulais comme ça lui demander là où on va l'enterrer. Il dit que vraiment tu as la chance parce qu'il n'y a pas tel ici, il devait te couper la tête. Il n'y a pas tel ici, il devait t'enlever les testicules. Soucieuse de recueillir la version de toutes les parties, notre équipe de reportage a sollicité la chefferie supérieure. Un notable, mandaté par le roi, indique que l'institution traditionnelle n'a pas connaissance des faits dénoncés. S'il faut dire que j'ai été au courant de cette affaire, c'est dans les réseaux sociaux. Et malgré nos enquêtes menées, je n'ai pas pu réaliser ou alors toucher le fond du problème, que c'est une réalité. Je vous le dis, je passe 7 jours sur 8 ici à la chefferie. Et effectivement, s'il y avait un truc du genre, un truc de bagarre ou d'injustice, je pouvais être au courant, mais je n'ai pas eu d'informations.
Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne connais même pas son nom, j'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Le prince Mambou Ngompe a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bafoussam. Dans sa plainte, il évoque des faits de séquestration arbitraire, coups et blessures, administration forcée des substances inconnues, menaces de mort et traitements cruels, inhumains et dégradants. Il affirme également avoir déjà interpellé par le passé les ministres de la Justice et de l'administration territoriale sur la gestion des biens de leur défunt père. Affaire à suivre. Justement, affaire à suivre. En économie, la SND 30 est-elle sur la bonne trajectoire? 6 ans après son lancement, les députés ont soumis la stratégie de développement du gouvernement à un feu nourri de questions lors du débat d'orientation budgétaire 2025-2029. Évaluation de la SND 30, endettement, efficacité de la dépense publique et mobilisation des recettes, l'opposition a multiplié les interpellations à l'endroit de l'exécutif. Retour sur les temps forts de ces échanges avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungue. Quel bilan pour la stratégie nationale de développement 2020-2030? 6 ans après son lancement, c'est l'une des principales questions soulevées par les députés de l'opposition à l'ouverture du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Ils réclament une évaluation indépendante de cette politique publique. 6 années pendant lesquelles les ambitions n'ont cessé d'être séduisantes, mais 6 années dont le bilan est inexistant. Vous savez, lorsqu'on n'évalue jamais, on court le risque de commencer à célébrer ce qui a déjà échoué. Malgré des années de politique d'import-substitution présentées comme prioritaires, les prix des denrées de base continuent d'augmenter et j'en suis le premier témoin. Combien de ménages camerounais ont concrètement vu leur pouvoir d'achat s'améliorer depuis le lancement de la SND 30? Et quel est le montant réel des importations effectivement substituées par une production nationale? Au-delà de la SND 30, les parlementaires ont également exprimé leur inquiétude sur la gestion des finances publiques. Nous avons un gros problème de gouvernance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour 2027, le gouvernement prévoit près de 1950 milliards de francs CFA d'emprunt, mais plus de 1605 milliards, soit plus de 4 francs empruntés sur 5, serviront simplement à refinancer la dette existante. Cela signifie que l'essentiel de notre capacité d'endettement sert désormais à entretenir notre dette plutôt qu'à accélérer notre développement. Face à ces critiques, le ministre des Finances a défendu le bilan du gouvernement. Il attribue les contre-performances aux crises successives, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la baisse des coûts du pétrole. Lui, Paul Motazé, assure toutefois que le Cameroun conserve un niveau d'endettement soutenable avec un ratio dette-produit intérieur brut estimé à 43%. À votre suite, Sébastien Oyébé, nous allons écouter le ministre des Finances répondre à la préoccupation soulevée par l'honorable Cabral Libi au sujet de la dette publique. Il faut savoir, honorable Cabral, honorable député, tous les pays ont une gestion active de leur dette, ce qu'on appelle le refinancement de la dette. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité, parce que vous vous êtes d'abord endetté, ensuite vous avez la possibilité de vous endetter à un coût moindre, vous refinancez la première dette. Parce que maintenant vous avez des ressources qui vous permettent d'avoir l'argent à des taux moins élevés ou avec des maturités beaucoup plus longues. Et ce qui est le plus difficile, honorable Cabral Libi, c'est que les crises ne se remplacent pas, elles s'additionnent. Il est donc facile de comprendre que depuis un certain temps, l'État vote et exécute son budget dans un climat extrêmement contraint. Je ne vais pas revenir sur les différents effets de ces crises, mais je suis sûr que vous les connaissez.
En politique, plus de 240 000 cartes d'électeurs dorment encore dans les bureaux d'Ilicam dans le littoral. Elles attendent toujours leur retrait par leur titulaire. À quelques mois des prochaines échéances électorales, la mobilisation reste un défi entre cartes non retirées, nouveaux enrôlements et difficultés d'identification chez de nombreux jeunes. Le délégué régional d'Ilicam, Koulé Mbongi Adolphe, annonce par ailleurs le toilettage des listes avec la suppression de 3000 cas de double inscription et de personnes décédées. Jessica Tenos-Maché et Fandrené Marquez. The Elections Management Body in the Littoral region says as of today, there are 15,050 new voters in the region. Presenting voter registration statistics, the regional delegate Kulembongi Adolphe acknowledged that enrollment has been timid. Speaking further, Delegate Mbongi revealed that 3,000 cases of double registration as well as deceased persons have been removed from the voters register. Et dans ce sens, nous avons jusque-là pu corriger 503 erreurs dans les cartes. Nous avons également procédé à 982 transferts. Et vous savez bien évidemment que pendant que nous faisons ce travail tout au long de ces 8 mois, le principal but, c'est d'enlever du fichier tout ce qu'il y a comme doublon et comme décédé, pour que le fichier soit assez propre. Et là, nous sommes pratiquement à 3000 radiations que nous avons faites déjà jusqu'à présent. Delegate Mbongi expressed concern that 240,000 voter cards remain uncollected. C'est pas le problème, nous avons plus de 240 000 cartes encore en stock, ce qui est énorme. Et nous voulons rappeler aux uns et aux autres que c'est bien de s'inscrire, d'avoir son nom sur la liste électorale, mais c'est encore bien de retirer sa carte électorale et d'aller le moment venu voter. According to him, the non-possession of national ID cards by youth and the difficulty of accessing rural terrain are among the key challenges being faced. Le problème de la carte nationale d'identité, ça c'est l'un des principaux écueils que nous avons sur le terrain. On essaie de s'y faire avec certaines personnes qui, dans des localités, facilitent l'obtention de la carte nationale d'identité. Et une fois que c'est là, comme c'est la pièce maîtresse, nous faisons le reste. Bon, il y a d'autres problèmes, notamment liés à l'exode rural, puisque vous parlez des zones reculées. The regional delegate announced that teams will be deployed to strategic areas across the region to accelerate enrollment, send out messages and issue calls reminding voter card owners to come and collect their cards. En éducation, l'attente a pris fin pour les candidats au BEPC, brevet d'études du premier cycle. Les résultats de la session 2026 sont désormais disponibles. Au lycée bilingue de Bonabéry à Douala, les listes affichées ont laissé place à un mélange de joie, de soulagement, mais aussi de déception pour certains. Jessica Tenos-Maché nous plonge dans cette ambiance. Le verdict est enfin tombé. Au lycée bilingue de Bonabéry, l'affichage des résultats du brevet d'études du premier cycle a fait défiler les émotions. Entre regards fébriles et cris de joie, chacun espère retrouver un nom sur les listes. Pour Jeanne, venue accompagner son fils, l'angoisse a rapidement laissé place au soulagement. Je suis vraiment en joie pour mon fils, pour Cindy Evan Maxime. Il a eu son BPC, il a eu son entrée en seconde. Vraiment, je suis tellement contente, très contente. Parce que j'avais tellement peur. J'avais tellement peur de son attitude. Oui, mais à la fin, il a compris que non, il faut que je me bats. Et il s'est battu. Yvan Maxime, lui, abordait cette échéance avec confiance. Convaincu que son travail finirait par payer, il découvre les résultats avec sérénité. Bon, en quelque sorte, j'étais confiant de moi parce que il savait que je vais passer, il sait que je vais passer, puis sans que d'aller regarder les résultats. Bon, il sait comment il est composé. À quelques mètres de là, l'ambiance est tout autre. Certains parents scrutent encore les listes sans y trouver le nom de leur enfant. C'est le cas de M. Selema, venu consulter le résultat de sa fille. Je pense que ça a été un peu très difficile pour ma fille cette année. Parce que quand je suis en train de constater sur le Babia, la moyenne va de 10 à 14.
voire même 15. Donc ceux qui ont usé de leur travail ont vraiment eu la chance d'avoir leur examen. Oui. Donc j'ose croire que ma fille pourra faire mieux l'année prochaine. Chez les admis, une nouvelle étape s'ouvre avec l'entrée au second cycle. Chez ceux qui n'ont pas réussi, l'heure est déjà à la préparation de la prochaine session avec l'espoir de transformer cet échec en réussite. Félicitations aux nouveaux, à tous ceux-là qui ont eu leur examen. Toujours en éducation, comment l'Afrique peut-elle construire son avenir économique en s'appuyant davantage sur ses propres réalités? C'est l'une des réflexions au cœur de la thèse soutenue par le docteur Dimancho Michael Tarché sur la conscience noire. Pour ce chercheur, le continent doit repenser ses structures économiques et privilégier des solutions adaptées à son contexte. Le reportage de Jires Azangue et Nickel Tiwa. Defending his thesis, titled A Sarcastic Delineation of Black Consciousness, Thought in Selected Literary Texts and Discourse, the candidate, Dr. Dimancho Michael Taché, situates the rationale behind the research topic. Black consciousness is all about the transformation from the celebration of culture to actually an economic empowerment. Because at the final analysis, when we talk about culture, we celebrate culture, we have already had the culture that we want. After the culture that we have in hand, what next? Because that's the question that I seek to ask. And the answer I'm giving to it is that now we need to empower ourselves. According to Dr. Dimancho, there is a need for the restructuring of economic entities. You understand how youths are crossing over to Europe through perilous routes, through dangerous routes, and that is because our states have failed. And therefore, I'm opting, or I am trying to be able to talk for the restructuring of our economic entities, whereby youth can be able to find a place in their individual countries and stay in Africa. We hear about xenophobic attacks from youth in South Africa and all over. This is because states have failed. In his research, Dr. Dimancho advocates that Africa should be built from an African perspective. We can build from the African perspective. My narrative is that let us use the African means, the African resources, the African mind, the African, productivity to be able to build Africa. We must not be talking about the Bretton Woods report, the IMF report, and all of that to be able to build Africa. Dr. Dimancho recommends that Africa's economy can only be constructed through Africa's own initiative. En santé, la poliomyélite n'a pas disparu et pourtant la méfiance envers son vaccin persiste. Dans la région du littoral, plus de 764 000 enfants sont ciblés par la deuxième phase des journées locales de vaccination du 9 au 12 juillet prochain. Face aux réticences de certains parents, les équipes de santé ont décidé de renforcer leurs actions de sensibilisation. C'est ce que nous dit Jires Azangue. Ce vaccin n'est pas approuvé par l'OMS. Ce n'est que de l'eau distillée. Il rend les enfants malades. C'est pour les empêcher de vivre longtemps. Ces fausses informations continuent d'alimenter la méfiance de nombreux parents. C'était encore le cas lors de la première phase des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Pour le deuxième passage, prévu du 9 au 12 juillet, les équipes sanitaires comptent d'abord renforcer la sensibilisation afin de rétablir la confiance. Pour avoir un changement de comportement positif, on doit pouvoir communiquer sur les risques, on doit pouvoir communiquer sur les messages essentiels et nous pensons qu'en le faisant, les parents vont obtenir l'essentiel sur les vaccins et sur la maladie et on pourra avoir une adhésion optimale au sein de la communauté et faciliter la vaccination des enfants. Si aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré dans le littoral depuis plus d'1 an, les autorités sanitaires restent vigilantes. La région demeure exposée au risque d'importation du virus, notamment en raison du corridor Douala-N'Djamena, très fréquenté. Malgré que nous n'avons pas pu détecter les cas de polio au niveau de la région depuis pratiquement plus de 12 mois, le risque d'importation des cas de polio n'est pas moindre. Au regard de la position géographique de notre région, je parle de la région du littoral, quand on tient compte du corridor Douala-N'Djamena, avec cette libre-échange des personnes et des biens, on pense bien que la région du littoral peut facilement importer les cas
des maladies provenant des pays voisins. Cette deuxième phase vise à vacciner tous les enfants âgés de 0 à 59 mois et à administrer de la vitamine A aux enfants de 12 à 59 mois afin de renforcer leur protection. Après l'information des parents, on doit s'assurer que nous avons vacciné tous les enfants, je dis bien tous les enfants âgés de 0 à 59 mois. Et au niveau de la région, cette cible est estimée autour de 764 240 enfants, donc qu'on doit pouvoir, là où on doit pouvoir administrer le vaccin polio oral à ces enfants. Il va falloir qu'au même titre que la polio, les enfants âgés de 12 à 59 mois, on doit être capable de pouvoir les supplémenter en vitamine A. Autre objectif, c'est de s'assurer que nous avons renforcé la surveillance des maladies évitables par la vaccination, en commençant par la polio, où on surveille les paralysies flasques aiguës, la rougeole, la fièvre jaune, le tétanos néonatal, pour ne citer que ces maladies. Lors de la première campagne, 12 des 24 districts de santé de la région ont atteint l'objectif fixé. Pour cette deuxième phase, les responsables du programme élargi de vaccination espèrent porter à au moins 18 le nombre de districts affichant une couverture vaccinale satisfaisante. En sport, la dictature militaire en Argentine avait forcé le respect de la loi non écrite de la victoire à domicile à la phase finale de la Coupe du Monde de 1978 pour tenter de soigner l'image de son régime sanguinaire terni par des enlèvements et disparitions de plus de 20 000 citoyens argentins. Le chef de la junte, le général Jorge Videla, avait balisé le chemin à son équipe pour le sacre final. En dépit des joueurs de classe exceptionnelle, à l'instar de Mario Kempes, Daniel Passarella, tout était fait pour faciliter la tâche à la Céleste. Elle avait livré tous ses matchs à Buenos Aires en faveur d'une programmation avantageuse en phase de poule et au second tour. Et sans surprise qu'elle était arrivée en finale et l'emportant 3-1 face aux Pays-Bas. Jean-Paul Chouniat vous fait revivre les temps forts de la finale Argentine-Pays-Bas. Ce 25 juin à Buenos Aires, Argentins et Néerlandais prétendent au trophée sous la direction de l'arbitre italien Gonella. Devant 76 260 spectateurs, Kempes ouvre le score à la 38e minute. « 1-0, l'Argentine est sur la voie royale vers le trophée. Mais à 8 minutes du coup de sifflet final, les Pays-Bas remettent en cause l'avantage du pays organisateur sur une égalisation de Naninga. Un but partout, tout est désormais à refaire en 30 minutes de prolongation. À 1 minute de la petite pause, Kempes inscrit le deuxième but argentin. À 4 minutes de la fin du match, Bertoni signe le troisième but. L'Argentine est championne du monde. Mario Kempes, le libérateur, est désigné meilleur joueur et meilleur buteur de ce mondial. Juan Cruyff et la sélection orange sont coiffés au poteau pour la deuxième fois consécutive. L'Argentine vient de se qualifier pour les quarts de finale en battant l'Égypte 3-1. À 2. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau aux routes nationales. L'entretien du réseau routier camerounais nécessite 150 milliards de francs CFA chaque année, mais pour 2026, seulement 48 milliards sont prévus au budget, soit à peine un tiers des besoins réels. Devant le Sénat, le ministre des Travaux publics
Emmanuel Nganou Djoumessi alerte sur ce manque de financement qui fragilise davantage des routes déjà fortement dégradées. Fondrené Marquez. Presenting data on the state of road maintenance at the Senate, the Minister of Public Works, Emmanuel Nganou Djoumessi, said Cameroon has about 48 billion francs CFA for road maintenance in 2026. This amount is only about one-third of what is actually needed to keep all the roads in good condition. In his presentation, Minister Nganou Djoumessi revealed that the actual cost of routine maintenance is estimated at 150 billion francs CFA. This means the available funds cover only 31.7% of the total need, leaving a gap of more than 100 billion francs CFA. According to the minister, this huge funding shortfall highlights severe infrastructure challenges. Over 110,000 kilometers out of the 121,873 kilometers national road network remain unpaved and are highly vulnerable to frequent degradation. At the local level, the state has allocated 8 billion francs CFA to regions and 41 billion francs CFA to councils to cover 3,683 kilometers of roads and 3,243 meters of structures. Minister Djoumessi stressed that the stakes are high in Cameroon. The condition of roads directly affects farmers' access to markets, transport costs, trade competitiveness, and connection between regions. Beyond funding, the government is also pushing for better planning. For this reason, in April 2026, the Ministry of Public Works launched a study to develop a national road maintenance strategy. The aim is to shift from a costly, reactive approach to a more preventive and better program system. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, le docteur ingénieur Bruno Fomo, expert en génie civil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, docteur ingénieur Bruno Fomo, comment appréciez-vous aujourd'hui l'état général des routes nationales au Cameroun, dans un premier temps en tant que citoyen, ensuite en tant qu'ingénieur? Merci pour cette question et merci déjà pour la thématique. Avant de répondre, je vais déjà vous apprécier d'avoir choisi ce thème parce qu'effectivement, j'ai fait un déplacement à l'ouest ce week-end. J'étais très surpris de l'état de la route. Il est pratiquement difficile de rouler, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit. Alors, j'ai l'impression que ce phénomène est général dans notre pays, en fait, que toutes les routes ont presque la même situation de dégradation. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Et j'ose croire que cette chose à faire, c'est au niveau même de la conscience. Parce que, voyez-vous, l'ingénieur Leuté disait, la route favorise, n'est-ce pas, notre civilisation. Mais moi, je dis, la conscience. Sans la conscience, la route crée des divisions. Vous voyez, si on est dans une région, par exemple comme le littoral, et qu'il n'y a pas une route pour accéder peut-être dans la région de l'Ouest, effectivement, il y a division. Voilà un peu ce que je peux apporter dans un premier temps. Et en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces routes-là? En tant qu'ingénieur, je vais m'appesantir sur deux aspects, l'aspect organisationnel et l'aspect financier. Parce que l'aspect technique, je ne peux pas dire que nous n'avons pas des ingénieurs dans ce pays pour pouvoir réaliser des routes. La preuve en est. Si vous voyez, par exemple, la route Douala-Yaoundé, c'est une route qui a été réalisée dans les années 80. Certes, aujourd'hui, il y a quand même quelques tronçons qui restent. C'est une preuve pour dire que nous avons quand même des techniciens au pays. Donc, du coup, je me plancherai sur le plan organisationnel et le plan financier. Sur le plan organisationnel, je vois plutôt l'absence d'un plan d'entretien. Parce que lorsque vous observez des nids de poules, il n'y a pas de disposition pour remédier à cette situation. On va attendre à ce que ça devienne un pont pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'engager à entretenir. Et de deux, moi je suis chef d'entreprise, Ever Building Construction. Les PME comme moi sont disponibles à pouvoir accompagner, c'est-à-dire à pouvoir
entretenir ces routes-là, si et seulement si les paiements peuvent suivre dans les 45 jours, par exemple. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un problème de conscience. Et sur le plan financier, effectivement, ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent et ne pas, à la fin, s'engager à entretenir. Nous avons l'habitude de nous lancer dans ce que j'appellerais une situation ou alors une solution curative, mais d'urgence. Également, mais on aurait dû, par exemple, se lancer plutôt dans une situation préventive, mais programmée. Voilà ce que je propose. Mais qu'est-ce qui, selon vous, peut être la cause de cette dégradation rapide de notre chaussée? Oui, lorsqu'on pose une question dans ce sens, on aura tendance à regarder le côté technique. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le côté technique. Si nous formons des ingénieurs, si l'État forme des ingénieurs, pourquoi ne pas les mettre à l'épreuve? Donc c'est un problème de conscience d'abord. La conscience du fait qu'on a dépensé de l'argent. S'il faut dépenser 1 milliard pour entretenir une route et ne pas perdre 10 milliards plus tard pour reconstruire, ça serait mieux, je pense. Donc, du coup, pour moi, il y a un problème de conscience. Ce n'est pas un problème technique. D'abord, un problème de conscience parce que parfois, il n'y a pas de suivi. Parfois, également, vous allez observer que peut-être ceux qui sont en charge de ces routes n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir réaliser une route de qualité, par exemple. Je n'ai pas de preuves pour le dire, mais si je veux m'en tenir à ce que la population, c'est-à-dire au retour issu de la population, je peux dire effectivement, il y a un problème de coût qui influence, n'est-ce pas, la qualité. Parce que les moyens, le budget n'est pas suffisant pour réaliser une route de qualité. Mais j'insiste et je vous dis, nous avons quand même des ingénieurs capables de pouvoir réaliser des routes de bonne qualité. Et j'en ai pris un exemple sur la route nationale qui a été réalisée dans les années 80. Est-ce que le fait que la plupart des villes camerounaises ne soient reliées entre elles que par une voie ne peut pas être l'une des raisons de cette dégradation? On peut également regarder les choses sur ce point de vue, mais je ne pense pas que c'est la seule raison. On peut, oui, parce qu'en regardant les choses de ce point de vue, on peut parler de surcharge, de plus de sollicitation. Oui, on peut également regarder... oui, ça peut être l'une des causes. Parce que si dans les années 80, les trafics n'étaient pas aussi denses qu'aujourd'hui, oui. On peut également, oui, la population aussi n'était pas, voilà. Donc, on peut regarder les choses de ce point de vue et dire, oui, ça peut être un facteur qui est néfaste pour, n'est-ce pas, la durabilité de nos routes. Et de l'avis de l'expert que vous êtes, est-ce qu'il existe au Cameroun des routes au sens technique du terme, c'est-à-dire qui correspondent aux normes internationales? Quelles sont les caractéristiques même d'une route? S'il faut regarder et comparer nos routes par rapport aux routes des pays voisins, on dirait, je ne veux pas sortir de l'Afrique, bien sûr. Il faut qu'on reste un peu en Afrique. Si on veut parler, par exemple, de la Côte d'Ivoire, il faut le dire, à cette date, nous sommes en arrière. Franchement, ça me peine de le dire, mais on n'a pas de choix au regard de la réalité. Hein. Une route reliant la grande ville, les deux grandes villes, les deux grandes métropoles, Douala et Yaoundé, ça ne devait pas avoir cette dimension aujourd'hui. Nous venons de parler tout à l'heure du développement démographique, de l'augmentation de la population. Donc, effectivement, on devait tenir compte parce que les routes qui ont été réalisées dans les années 80 ne sont pas à jour par rapport à notre situation. Je suis au regret de le dire. Donc, il faudrait que l'État puisse, j'ose croire que l'État est en train de travailler pour nous offrir quelque chose de mieux. Mais le chemin me semble encore être très long. Voilà. Mais des milliards sont mobilisés chaque année pour l'entretien des routes. On l'a d'ailleurs vu dans ce reportage de Fond René Marquez. Pourquoi les résultats ne sont-ils pas visibles sur le terrain? Je ne suis pas dans le gouvernement pour pouvoir, mais je peux juste faire une spéculation là-dessus. Parce qu'effectivement, s'il faut mobiliser chaque année
avant de faire l'entretien, il se fait tard. Il faut un plan, un planning. Il faut avoir, je ne sais pas s'il y a une base de données qui définit, par exemple, l'entretien régulier d'un certain nombre de kilomètres de route. Je ne sais pas s'il y a ces bases de données qui nous permet de savoir l'année X, ou alors l'année X-1, on a entretenu tel tronçon. Et voilà la planification. Dans 5 ans, il faudrait qu'on revienne. Je ne sais pas, parce qu'il ne suffit pas de mobiliser les moyens. Il faut avoir un plan d'action. Parce que s'il faut attendre que ça se dégrade jusqu'à être en état, comme je vois là, 150 millions par an, effectivement, je ne suis pas sûr que l'objectif sera atteint. Je ne suis pas certain. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire une planification d'entretien. Pour moi, les routes me semblent être comme le corps humain, qu'il faut à chaque fois entretenir. Il ne faut pas laisser l'État, que ça soit dans un état piteux, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, chercher des moyens pour venir essayer de colmater. Ce n'est pas la solution. Donc, il faut une planification pour pouvoir gérer à chaque fois. Je vois dans d'autres pays, il y a des structures spécialisées pour colmater. À chaque fois, quand il y a un petit nid de poule, la structure vient s'en occuper. On n'attend pas quand ça soit dans un état grave pour qu'on puisse, n'est-ce pas, venir essayer d'apporter une solution. Mais est-ce qu'il y a un véritable mécanisme de contrôle de la qualité des travaux réalisés même? Parce que tout commence par là. Je ne douterais pas. Je pense qu'il y en a, mais sauf, est-ce que cette structure de contrôle a les moyens suffisants pour pouvoir aller au bout et donner les résultats escomptés? Je me pose bien la question. Parce que l'État est organisé, toutes ces structures existent, mais maintenant, est-ce qu'il y a les moyens pour pouvoir donner le résultat? Et j'en doute fort. J'en doute. Alors, dans les moyens de financement sont intégrés pour une bonne partie les recettes de péage. Oui. Et pour limiter les pertes au péage manuel qui se chiffraient à des milliards de francs CFA, l'État a mis sur pied des péages automatiques. Tout à fait. Qui, jusqu'à aujourd'hui, ne fonctionne pas. À votre avis, qu'est-ce qui coince? Je pense même que ce péage, à mon avis, et sur la base de ce que personnellement j'ai observé, ne méritait même pas de fonctionner. Parce que je prends l'exemple du péage qui est sur l'axe de Douala-Ouest, qui... Pardon? Cet exemple... On a conçu ce péage de telle sorte, si on a un véhicule d'une certaine envergure, ce véhicule ne passera pas. Je pense même que sur le plan technique, ça a été raté. Et j'ose croire que peut-être c'est ces arguments, c'est ces éléments qui ont peut-être poussé l'État à revoir ou à ne pas mettre en service. Hein. Je ne pourrais pas vous dire plus que ça parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Alors, est-ce qu'on ne peut pas penser que les problèmes de route au Cameroun ne sont pas dus au manque de techniciens qualifiés? Est-ce qu'on peut dire que les ingénieurs que vous êtes ne font pas leur travail? Je vous ai dit d'emblée que le problème n'est pas technique. Le problème est financier et organisationnel. Parce que j'ai pris pour preuve les routes qui ont été réalisées dans les années 80, certes, aujourd'hui, sont touchés, mais il y a quand même quelques tronçons qui restent. L'État forme des ingénieurs. Je ne pense pas que l'État a pu mettre ces ingénieurs à l'épreuve et que le résultat n'a pas été satisfaisant. Je ne pense pas. Pourquoi on en arrive à cet état de dégradation de nos routes? Je dis effectivement, c'est un manque d'entretien, un manque de planification pour l'entretien. Il faut planifier l'entretien. Il faut donner aux structures, aux PME, la possibilité d'entretenir ces routes, tout en leur garantissant le paiement peut-être dans les 45 jours. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas une question de technicien. L'État forme des ingénieurs. Mais ces ingénieurs, ils sont où? Ils sont disponibles. Il suffit qu'il y ait des moyens. Il suffit qu'il y ait des moyens. Ils sont disponibles. Si l'État veut aujourd'hui confier des travaux à ses ingénieurs, je peux le dire ainsi, eh bien, ils seront là. Polytech forme. Il y a des universités privées qui forment. Donc, je ne saurais dire qu'aujourd'hui, c'est un problème technique. Non, à mon avis, ce n'est pas un problème technique. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour l'entretien, mis à part l'argent, les financements et tout, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait apporter pour qu'on ait un suivi et un entretien
de nos routes? Il faut planifier l'entretien. Il ne faut pas attendre au bout de l'année pour pouvoir faire un budget pour venir entretenir. Si vous investissez, par exemple, 10 milliards, prenez au moins les 5% de 10 milliards, vous mettez comme réserve pour pouvoir entretenir ces routes. On ne peut pas faire des routes et ne pas assurer son entretien. C'est inadmissible. Il faut attendre que l'état de la route soit dans une situation piteuse pour pouvoir chercher des moyens et venir entretenir. Non, on est dans une situation d'urgence et ce n'est pas bon. Mais ça se planifie. Qui doit faire ce suivi-là? Ben justement, ça c'est une bonne question et je me pose parce qu'au Cameroun, par exemple, vous avez le Fonds routier national, vous avez le ministère des Travaux publics, vous avez un certain nombre de structures. Mais peut-être à un certain moment, il y a tellement de structures qui s'occupent de la route qu'on ne sait plus qui est le véritable responsable. Justement. Je me dis, peut-être il y en a tellement de structures qu'on ne sait plus à qui attribuer même la faute. Donc c'est pour ça que je réitère, je dis c'est un problème organisationnel. Mais est-ce que ça ne fait pas perdre beaucoup d'argent à Oui, l'État? oui, ça fait perdre beaucoup d'argent effectivement à l'État. Parce que imaginez-vous, pour aller à l'ouest, je crois on pouvait mettre 3 heures à 4 heures. 4 heures, oui. Aujourd'hui, non. Si on vous, est à 14 heures. On est... il y a de cela 2 semaines, 14 heures de temps sur place. Vous voyez, ça fait perdre énormément d'argent. Et j'interpelle, je dis, il y a un problème de conscience aussi. Il faut qu'on soit conscient de cet état et qu'on prenne des dispositions. Et lorsqu'on a dit, la seule chose à faire, c'est de se retourner vers l'État. Parce que c'est l'État qui reste le patron. Mais l'État, apparemment, il est sourd. Mais je ne pense pas que si vous continuez dans le sens que je vous vois venir, l'État restera toujours sourd. Les questions de sensibiliser davantage, de ne pas baisser les bras. Et c'est pour ça que je vous ai remercié, je vous ai félicité d'emblée lorsque je suis arrivé sur ce plateau, parce qu'en fait, ils sont peu qui en parlent. On ne doit pas se décourager à vouloir attirer l'attention de l'État sur cet état de choses. Alors, est-ce que la décentralisation totale, vous avez parlé tout à l'heure de ces multiples ministères qui s'occupent des routes, oui. Est-ce que la décentralisation ne serait pas aussi un plus à la solution? Oui, les avis sont partagés là-dessus. Il y a ceux qui pensent effectivement que la décentralisation sera une bonne chose parce qu'au regard effectivement de ces États, on se dit si il y avait décentralisation, chaque région devait s'occuper de ses infrastructures. Et d'autres pensent que refaisant, ça va ouvrir les portes à certains qui vont plus profiter. Il faut rester centralisé. Donc, du coup, il m'est difficile de me prononcer avec certitude là-dessus. Mais à mon avis, je pense que s'il y a décentralisation totale, parce qu'il peut y avoir des centralisations masquées, s'il y a décentralisation totale, il y aura plus de contrôle, c'est plus facile de contrôler, c'est plus facile de gérer les infrastructures région par région. Mais sauf qu'il y a des régions qui n'ont pas assez de ressources. Peut-être l'État trouvera moyen de faire la répartition des richesses pour pouvoir accompagner ceux qui n'ont pas assez de ressources. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'un des problèmes qui, pour ma part, je pense que c'est difficile parce qu'il faut une clé de répartition. Alors, est-ce que la nationale numéro 5, poumon nourricière du pays, ne mérite-t-elle pas une autoroute? Nous avons besoin, pas seulement la nationale numéro 5, nous avons beaucoup besoin des autoroutes dans ce pays. Nous avons besoin des autoroutes. Nous n'avons pas besoin de circuler et se retrouver en train de discuter la route avec, je dirais, les motos en même temps. Il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on copie quand même l'exemple d'autres pays. Nous étions en Afrique, nous étions regardés avec un œil désireux en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on recule plutôt. J'ai l'impression. Peut-être je peux me tromper.
Mais au regard de ce que je vois, je ne pense pas me tromper. Alors, on va certainement sortir par là. Qu'est-ce qui peut être fait si on vous demandait de donner votre avis au gouvernement, de donner 3 recommandations au gouvernement? Qu'est-ce qui peut être fait pour que nous ayons des routes durables au Cameroun? Oui, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il y ait les routes durables? Déjà, au niveau de la réalisation de ces routes, il faut vraiment une étude appropriée et il faut un contrôle de qualité. Et lorsque je parle de contrôle de qualité, pas un contrôle de pacotille. C'est-à-dire il faut mettre des hommes qui sont capables, des hommes qui sont amoureux de leur boulot au niveau du contrôle. Des hommes qui ne vont pas céder à la corruption. Parce que l'une des choses aussi, c'est la corruption qui influence. Vous voyez? Donc, ça, il faut le faire au moment de la construction. Et de deux, il faut toujours prévoir la possibilité d'entretenir ces routes-là à des périodes bien définies. Lorsqu'il y a une petite fissure qu'on essaye de colmater, qu'on n'attende pas que ça s'aggrave, il faut contrôler, n'est-ce pas, le poids des véhicules qui circulent. Il faut un contrôle effectif parce que vous allez voir certains véhicules qui circulent, la charge est au-delà de la charge recommandée, mais ils circulent. Et ce n'est pas bien pour nos états de route. D'accord. Alors, merci, docteur ingénieur Bruno Fomo. Merci d'avoir accepté notre invitation à Balafon Télévision. Merci, je vous en prie. Je rappelle que vous êtes expert en génie civil. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec Marinette Guimfac pour le Grand Plateau. Bonsoir.